Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, en sa qualité de médiateur, a proposé au président Tshisekedi d'initier des contacts directs avec le M23. Kinshasa a pris acte et attend voir la mise en œuvre de cette démarche, de cette médiation angolaise selon la résolution 2773 des Nations Unies. Ce sujet sera commenté en ce jour avec mon invité, M. Joe Mayele, qui est secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. Bonjour M. Joe Mayele. Bonjour Madame Jaël, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Et je profite pour vous souhaiter, si vous présentez, si vous voulez, bon mois de la femme. Et je profite aussi pour m'incliner face à toutes les violences qui se font à l'est du pays. Vous savez, aujourd'hui, ce sont les femmes qui subissent vraiment toutes ces violences-là au regard de certaines personnes qui sont ennemies de la République. Donc, je présente tout mon soutien aux femmes de l'est du pays. Pourquoi pas à ceux qui sont dans le monde, ceux qui subissent des agressions et des violences. Je pense que nous sommes là pour parler de la République, pour parler de toutes les questions en tout cas qui concernent la survie de la République. Et par là, je vais terminer en saluant les héritières et les héritiers de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas mon président Yvan Mundadi et puis le numéro 1 de la République, le liquidateur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci M. Joe Mayele. Comme je venais de l'annoncer, l'Angola va établir des contacts pour permettre des négociations directes entre Kinshasa et le M23 AFC à Luanda. Comment votre parti politique a réagi lors de cette communication? Merci beaucoup madame, parce que c'est une question qui pointe au regard de l'aspect sécuritaire. Déjà, notre parti politique va donner sa position au regard du vouloir, parce que j'ai aimé une chose que vous aviez dit ici. L'Angola a proposé une proposition, elle a une double face. Elle peut être encaissée ou non encaissée, donc elle peut être acceptée ou non acceptée. Tout dépend de personnes dont on propose. Donc les personnes qui sont les receveurs, c'est nous. Les personnes qui reçoivent, plutôt, excusez-moi, c'est nous. Alors, nous, quand je dis nous, c'est le peuple congolais. Quand je dis nous, c'est le gouvernement congolais qui incarne le peuple congolais. Alors, en suivant un peu l'information qui évolue par les heures, j'ai vu la porte-parole du président de la République qui a tweeté, qui dit que nous avions pris acte. Nous, quand on dit nous avions pris acte, et j'ai aimé... oui, oui. Prendre acte, c'est pas adopter la démarche. Ça signifie nous sommes en train de regarder, parce que le président Lourenço, c'est lui le médiateur du processus de Luanda. Alors, dans son souhait, il veut que la paix soit rétablie en République démocratique du Congo. Et nous voulons aussi la paix. Mais j'ai aimé cette démarche de la porte-parole qui dit que nous avons pris acte. Au-delà de prendre acte, il dit aujourd'hui pour que les M23 entrent dans le processus de paix, il faudrait le cadre idéal. Le cadre idéal, c'est le processus de Nairobi. Alors, il faudrait que le M23 aujourd'hui, si ils veulent en tout cas négocier avec la République démocratique du Congo, si ils veulent la paix, ils doivent adopter le cadre idéal qui est le processus de Nairobi. Et puis, il y a aussi la résolution 2373, la résolution 2773, excusez-moi. Cette résolution qui a abouti à une décision de l'ONU qui dit que les troupes rwandaises doivent quitter impérativement le sol congolais. Les M23 doivent quitter impérativement aussi le sol congolais. Et les M23, comme le gouvernement congolais, doivent se rabattre
au processus des dialogues. Alors je pense qu'il y a des cadres appropriés pour cela. Il y a le processus de Luanda qui met en face l'État agresseur, le Rwanda, et l'État agressé, la République démocratique. Mais ce processus aussi demande à la RDC, le Rwanda, de discuter par rapport à cette situation. Mais je pense que... demande pas seulement, mais il faut, ça martèle sur l'aspect de pourparler. Exactement, c'est ça le pourparler. Vous savez, chaque processus, que ce soit Nairobi ou Luanda, met en cause l'aspect structurel de chaque groupe qui est cité. Quand je parle de l'aspect structurel, je parle de l'identité de chaque structure. Le processus de Luanda met en face des États, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et le processus de Nairobi met aussi en face des groupes structurels que nous appelons aujourd'hui les groupes rebelles, des milices et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous savions, le monde sait que les M23, j'adopte toujours cette position du président de la République, c'est une coquille vide. Les M23 aujourd'hui, c'est soutenu par le Rwanda. Les M23 aujourd'hui, c'est le Rwanda. Alors, si on doit parler avec le M23, si, j'ai mis au conditionnel, si le gouvernement congolais devait parler avec le Rwanda, devait parler plutôt avec le M23, moi je pense que ça serait une solution un peu zigzaguée. La solution qui est adéquate, c'est parler avec le Rwanda qui est génitaire. Parce que si nous sommes en train de scrupuler l'histoire de la République démocratique du Congo qui est notre pays, moi je l'ai toujours dit, vous allez constater que le M23 c'est le produit d'une tactique. Une tactique de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Cette tactique qui a commencé depuis l'AFDEL jusqu'à nos jours. Vous allez comprendre qu'il y a eu l'AFDEL, il y a eu les RCD, ses émiettements, il y a eu les CNDP, il y a eu le M23. Toutes ces tactiques-là vont dans le but de déstabiliser la République démocratique du Congo. Et la question à poser, c'est qui pose ces tactiques-là? C'est un mécanisme qui réfléchit pour déstabiliser le Congo ainsi. Les génitaires, c'est le Rwanda qui est soutenu par certains bourreaux de la communauté internationale. Donc, je pense aujourd'hui collaborer ou parler avec le M23 serait un chemin biaisé, zigzagué, parce qu'après le M23, s'il y aurait au conditionnel un accord, il y aura encore un autre moyen où on chercherait encore, quand je dis on, le Rwanda chercherait encore un autre moyen pour mettre en place un groupe armé, illicite pour piller la République démocratique du Congo. Parce que il n'y a pas longtemps que le secrétaire général de l'ONU avait dit que les armes que détenait le M23 étaient des armes sophistiquées. Posons-nous la question, le M23 qui est un groupe rebelle, un groupe non officiel, non reconnu, les groupes rebelles ce sont des groupes non officiels. Où prennent-ils ces armes sophistiquées? Comment est-ce qu'ils achètent ces armes? Donc, il y a un soutien militaire en armes venu du Rwanda. Donc je pense qu'au regard de l'histoire politique de notre pays, déjà si nous regardons ça par un œil très approfondi, vous allez comprendre que le M23, comme a dit toujours le président Tshisekedi, est une coquille vide. Alors le mieux aujourd'hui, c'est rentrer dans le processus de Luanda, rentrer dans ces processus et négocier clairement avec... si on doit parler, on parle clairement avec le Rwanda et... c'est là, ça peut aboutir. Parler clairement avec le Rwanda, vous allez dire la porte-parole du président de la République qui a dit qu'on prend acte. Oui. Mais cette manière de prendre acte de cette démarche que va entamer le président angolais, ce n'est pas d'autre part une manière d'accepter qu'on peut échanger avec les M23 parce qu'apparemment ça reste une solution impérative. Il faudrait vraiment de fait, parce qu'on a vu le président Kabila, l'ancien président de la République, lorsqu'il a fait sa sortie médiatique, il a aussi également proposé ces dialogues directs avec le mouvement du M23. Mais madame, c'est ce que j'ai dit, lorsque la porte-parole du président dit prendre acte, cela ne signifie pas, c'est pas une position qui est officielle, une position qui est directionnée vers une décision. Quand je dis directionnée, mais on penche quand même. Quand on dit on prend acte, ça signifie c'est une position observatrice, excusez-moi. Nous sommes là en train de regarder comment est-ce que ça va aboutir. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si le M23 voudrait négocier, le M23 veut le cessez-le-feu, le M23 voudrait tout ce qu'il veut là, automatiquement, il y a quand je parle d'un cadre approprié, il y a un lieu qui est là pour
pour les groupes rebelles. Le M23 aujourd'hui est répertorié comme un groupe rebelle. Nous ne reconnaissons pas le M23 comme un gouvernement d'un État. Nous ne reconnaissons pas le M23 comme une structure étatique. Non, non, le M23 est reconnu aujourd'hui comme un groupe criminel, comme un groupe rebelle, comme une milice si vous vouliez. Alors il y a un cadre. Et dans ces cadres-là, il y a une démarche du désarmement, de la démobilisation. C'est ce que le M23 ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas être démobilisé? Pourquoi il ne veut pas être désarmé? Et au-delà d'être démobilisé, d'être désarmé, vous savez que le Parlement congolais, notre Parlement avait pris une décision que toutes les personnes qui seront désarmées dans les groupes rebelles, comme le M23, ne peuvent plus être réinsérées au sein de l'armée. Donc c'est ce qui fait mal, parce que madame, je vous ai dit tantôt, quand vous regardez cette histoire de l'insécurité de l'Est, c'est une tactique, c'est un mécanisme qui est mis en place par les ennemis de la République. Les ennemis de la République aujourd'hui, l'entête c'est le Rwanda, qui veut à tout prix déstabiliser le Congo pour un bénéfice économique. Donc c'est pourquoi je vous dis, quand vous allez creuser dans les fonds du M23, il n'y a aucune revendication qu'ils veulent faire valoir. C'est une tactique, c'est une position, c'est un mécanisme qui a commencé depuis 1994, ça se matérialise par là, dès le RCD, tout ce que j'ai cité là. Alors moi, échanger, avoir des négociations directes avec le M23 ne serait pas la solution idéale, parce que le chef de l'État avait promis, jusque-là les Congolais, c'est une promesse, le chef de l'État disait à la moindre escarmouche qu'il allait attaquer. Et jusque-là, il y a des milliers, il y a plus de milliers de Congolais qui sont tombés. Il n'y a pas eu cette réplique directe de Kinshasa contre ces agressions. Voilà pourquoi, si dialoguer avec ces mouvements rebelles doit être la solution pour que la paix revienne en RDC. Vous pensez que de votre côté, en tant qu'acteur politique et secrétaire général d'une formation politique, la RDC doit se soumettre à cela, puisque je reviens encore sur ma décision, plutôt ma question. Au niveau international, les pays membres, les pays de la communauté internationale, lorsqu'ils condamnaient le Rwanda, tout le monde ne cessait de dire « revenez à la table des discussions ». Mais madame, c'est ça que je vous ai dit. Revenir à la table des discussions, c'est pas mal. Mais il n'y a pas de la guerre. J'arrive, madame. Là. Revenir à la table des discussions, comment? Ce sont les modalités qui sont posées pour revenir à la table des discussions. Je pense que j'ai cité la résolution, je crois, 2373. 2773, souvent je m'abuse numériquement. J'ai cité cette résolution qui a été prise le 21 février dernier plutôt. Cette résolution, en fait, fixe aussi les modalités des négociations. Au M23, de regagner les processus de Nairobi. Au Rwanda, qui est pays agressé, de faire face à la République démocratique du Congo pour parler. La RDC n'exclut pas la branche diplomatique. D'ailleurs, quand le chef de l'État parle d'une riposte rigoureuse, vous allez comprendre que le chef de l'État a mis en place cette riposte-là, mais d'une manière méthodologique. Vous aviez vu comment Goma est tombé. Vous avez vu comment Bukavu est tombé. Cela démontre une certaine faiblesse au sein de notre armée. Pas cette faiblesse numérique, mais la faiblesse qualitative. Avec la trahison, avec la traîtrise. Alors, partir en guerre avec cette qualité d'armée. Mais pourquoi le chef de l'État le dit? Pourquoi leur déclarer qu'on était prêt à faire la guerre s'ils connaissaient qu'il y avait cette traîtrise au sein de l'armée? J'arrive. Le chef de l'État est garant du bon fonctionnement des institutions et des pères de la nation. Il arrive, je vous dis, les discours, je pense que vous êtes aguerris en communication. Lorsque on fait une communication, on tient toujours compte des circonstances et des temps. Il a fallu, au regard des circonstances et du temps, que les chefs d'État tiennent ces discours-là. Il a fallu. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez Kagame faire gesticuler comme un ver de terre, prêtez-moi les concepts, c'est parce qu'il a été heurté aux différentes communications du chef de l'État. Kagame a été le bourreau de la République démocratique du Congo depuis très longtemps. M. Kabila au pouvoir, Kagame était un sourd. Mais tu sais qu'il arrive au pouvoir grâce à ces communications qui étaient tranchantes. Kagame devient aujourd'hui quelqu'un qui parle. Donc même moi je ne suis pas là. Je suis plus dans la branche de la riposte, madame. Le chef de l'État fait une riposte méthodologique. Je vous ai dit que au regard d'un constat fait,
au regard de la manière dont Goma est tombé, et puis au regard de la manière dont Bukavu est tombé, il a fallu fignoler une stratégie. C'est une stratégie qui va permettre à avoir une riposte rigoureuse. La riposte est passée sur le bras diplomatique, parce que cette crise d'insécurité se travaille sur deux bras, le bras militaire et puis le bras diplomatique. Mais la riposte s'est plus branchée sur le bras diplomatique. Sur le bras diplomatique, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'a fait Tshisekedi? Tshisekedi a su d'abord, par les biais de la ministre des Affaires étrangères, a su faire avaler à la communauté internationale, à certains grands forums, la thèse que c'est le Rwanda qui est le principal instigateur. Tshisekedi a su faire avaler aux partenaires du Rwanda que c'est le Rwanda qui pille illicitement ces minéraux, le Rwanda n'ayant pas des minéraux, mais le Rwanda vend les minéraux. Il a fallu couper certaines alliances entre le Rwanda et ses partenaires. Et aujourd'hui, Tshisekedi a donné un coup, je dirais fatal, à l'économie rwandaise. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous regardez le club de football Paris Saint-Germain, l'autre club de Londres, Arsenal, ils mettent souvent visite Rwanda sur leur maillot. Mais ces partenariats-là est en voie d'être rompus. Pourquoi? Parce que ils se disent... Mais on voit, mais c'est pas tout à c'est pas résilié, c'est ça. J'ai dit c'est en voie d'être rompu. Quand vous venez, par exemple, au sein du Parlement européen, au sein du Parlement européen, aujourd'hui, le narratif a changé. La Belgique, aujourd'hui, c'est cette personne qui tient la tête pour que l'Union européenne coupe certaines relations avec le Rwanda. Donc je pense aujourd'hui... Là, au niveau, c'est le Luxembourg qui bloque. Oui, c'est pourquoi je vous dis, madame... Ça tourne au ralenti. Non, ça ne tourne pas au ralenti. En fait, la posture qu'a pris l'Union européenne, je parle même des grands forums, je parle des grandes institutions internationales, leur posture aujourd'hui prouve la riposte qui est rigoureuse. Parce que... Vous pensez qu'ils sont sincères parce que non, je pense que... vous êtes content que je pense c'est bien. Est-ce que vous pensez que c'est l'Union européenne qui est derrière le Rwanda? Vous pensez qu'ils sont réellement sincères? Ils vont mettre fin à leur partenariat avec le Rwanda pour le minerai congolais? Sincère ou pas, Tshisekedi a donné des coups aujourd'hui qui sont fatals. Mais on doit vivre en ces retombées, c'est pas juste des déclarations, on ne doit pas nous faire une farce qu'ils sont en train de nous soutenir alors que il y a des sanctions pendant que l'Union européenne va continuer à avoir ses partenariats de minerais avec le Rwanda. Certaines personnalités rwandaises, grandes personnalités rwandaises sont sanctionnées. Exemple, James Kabarebe est sanctionné. C'est pourquoi je vous dis... Ça pèse ces sanctions américaines? Oui, ça pèse, madame. Ce sont les Américains. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, mondialement, c'est qui? Il faut analyser, c'est qui les États-Unis d'Amérique? Et le Rwanda a peur parce que la RDC est dans un couloir diplomatique. Il veut pour bientôt conclure un grand contrat pour l'exploitation des minéraux avec les États-Unis. Ça fait peur, madame. Donc, Tshisekedi a été très stratège dans la mesure où si nous faisions une riposte militaire, ça allait aussi tomber sur nos citoyens. Vous saviez que la bataille sur la prise de Goma s'est faite dans la ville de Goma. Vous avez vu combien de citoyens ont perdu la vue. Donc Tshisekedi a contourné cet obstacle-là pour aller dans les bras diplomatiques. Et je pense que la démarche prise par M. Tshisekedi, d'ailleurs je suis en train d'applaudir la brave dame des affaires étrangères parce que cette ministre-là aujourd'hui, elle a fait, je l'ai suivi, elle a fait un travail excellentissime, un travail de titan pour clouer les Rwandais dans le forum international au sein du Conseil de sécurité. Donc je pense que c'est quelque chose de très positif. Alors, nous voulions, je pense que la guerre a pris des racines depuis 1994 et Tshisekedi, comme président de la République, a apporté tous les passifs de cette guerre. Et aujourd'hui, l'allure où vont les choses, je pense que lorsque la paix va être rétablie à l'est du pays, ça va être une paix totale. Parce que nous voulions aujourd'hui une paix totale. J'étais en train de lire, quand j'étais dans le transport, j'étais en train de lire le contenu du processus de Luanda et du processus de Nairobi. Madame, vous savez que le processus de Nairobi a recensé plus de 200 groupes armés à l'est du pays. Plus de 200 groupes armés. Ils ont plus de 200 groupes armés qui sont locales et plus de 14
14 à 15 groupes armés qui sont étrangers, qui œuvrent sur le sol congolais. C'est en 2022. Ça, c'est l'héritage que nous a légué M. Kabila, qui nous disait que le M23 n'existait pas, mais les groupes armés opérant pour l'inquiétude des habitants à l'Est existaient. Donc, le problème de M. Tshisekedi, c'est un problème aujourd'hui, au fait, qui est générationnel, qu'on l'a légué, mais M. Tshisekedi se bat aujourd'hui. On a légué que propos que le PPRD rejette, qui n'a jamais mais légué. Moi, je vous ai posé la question, il n'a jamais légué. Si le PPRD nous dit aujourd'hui, entre guillemets, les M23 n'existaient plus, bon, les M23 est synonyme de la paix à l'Est. Parce qu'on ne se bat pas pour éradiquer les M23. Il faudrait avoir cette vision. Tshisekedi aujourd'hui se bat pour instaurer et installer la paix. Une paix qui n'est pas, une paix qui ne sera pas partielle, mais une paix qui sera durable. C'est ça le grand combat de Tshisekedi. Posez la question à ceux du PPRD. Et je mets quiconque à défi. Lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé combien de groupes armés? Est-ce qu'ils ont laissé la partie est du pays avec une paix totale? C'est ça la question. Si le processus de Nairobi recense plus de 200 groupes armés, vous allez nous dire que plus de ces 200 groupes armés sont nés sous Tshisekedi. Les Codeco, tout ce que vous voulez, les ADF, tous ces groupes armés sont nés sous Tshisekedi. Mais lorsque le M23 ressurgit, ces groupes armés, on n'entend plus parler d'eux. Ils opéraient, madame. Ils opéraient, ces groupes armés opèrent, ils vont de village en village, ils sèment la terreur, ils pillent et puis ils rentrent dans la forêt. C'est leur modus operandus. Ils vont, un moment, ils ressortent, ils sont dans la forêt. Quand ils ont besoin de quelque chose ou lorsqu'ils ont besoin de terroriser, ils ont besoin d'occuper des espaces où il y a des minéraux, ils vont, ils tuent les paisibles citoyens, ils chassent les paisibles citoyens et ils occupent les terres. C'est comme ça qu'ils opèrent, madame. Donc, la grande bataille de Tshisekedi, si on est vraiment Congolais, un Congolais averti, on doit plutôt s'aligner derrière le chef de l'État. Le chef de l'État qui se bat pour la quiétude. Aujourd'hui, ce que fait Tshisekedi, c'est pour même les générations futures. Parce que s'il y a la sécurité à l'est du pays, s'il y a la paix, s'il y a la quiétude, le Congo va encore prendre une autre ascension, le Congo va prendre encore une autre dimension. Alors, certaines personnes le savent que certains minéraux stratégiques pour l'industrie technologique, pour l'industrie militaire, se trouvent qu'en République démocratique du Congo. Monsieur Diomaye, vous pensez que sous Félix Tshisekedi, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de son deuxième mandat, il va mettre fin à cette guerre d'agression, bien à cette insécurité qui sévit depuis plus de 30 ans en République démocratique du Congo? Moi, je crois au président Tshisekedi, je crois en son sens du patriotisme. Et si nous, Congolais, parce que le combat que mène Tshisekedi, je l'ai dit ici, ce n'est pas seulement un combat pour Tshisekedi. C'est un combat pour la nation congolaise, c'est un combat pour les générations futures. Si le Congolais aujourd'hui converge avec la dynamique de M. Tshisekedi, oui, je suis rassuré, j'ai une certaine assurance qu'il y aura la paix. Si on continue à se disloquer au regard de nos intérêts, au regard de nos couleurs politiques, vous voyez déjà aujourd'hui, l'Est est attaqué, mais vous voyez comment est-ce que dans les différents plutôt états-majors, comment est leur appréciation. Certaines personnes pensent que la paix c'est pour Tshisekedi, certaines personnes pensent que la paix c'est pour l'UDPS, certaines personnes même fustigent la personne du chef de l'État. Si on continue avec cette démarche, ça nous serait difficile parce qu'aujourd'hui le président Tshisekedi peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais la finalité c'est quoi? Il partira. Le Congo restera Congo. Non, puisqu'en arrivant à la tête de la RDC, oui, il avait fait de la restauration de la paix à l'Est son cheval de bataille. Exactement, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous pensez qu'avec ce qu'il est en train d'entamer comme discussion, comme stratégie, je pense que le régime criminel rwandais est à la fin, le régime criminel va vers son déclin et il revient à nous, citoyens congolais, de lire le signe du temps. De comprendre que le régime criminel va vers sa fin, il faut soutenir la personne de Tshisekedi, il faut soutenir le président Tshisekedi qui est président, j'insiste encore, qui est président de tout le Congolais, même ceux-là qui complotent souvent contre la République, il est leur président, même de ceux qui sont en Faden House, il est leur président. Donc, ils ont l'intérêt de soutenir les démarches. L'intérêt de soutenir le président Tshisekedi, mais cette situation... C'est comme si Kinshasa, le président se réveillait lorsqu'il y a eu l'attaque de Goma, Bukavu, parce que quand il y avait la prise de Bunagana, ça fait presque 2 ans et demi,
Il n'y avait pas Kinshasa, il n'y avait pas cet acharnement, il n'y avait pas cette mobilisation pour la récupération de, de ces territoires qui étaient occupés par le M23. Vous pensez qu'il y a eu... Non, madame, ça c'est... Non, c'est une question au niveau de tous les Congolais se posent au niveau de l'opposition. Parce qu'à Bunaga, il n'y avait pas totalement cette mobilisation. Si cela a été fait avant, peut-être on n'allait pas arriver à ce qu'on vit actuellement. D'ailleurs, il faut accuser l'opposition congolaise aujourd'hui. Peut-être qu'il s'est essayé de faire certaines déclarations sur par la prise de Goma et de Bukavu. Mais le gouvernement est responsable du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais ne s'est jamais tué. Par les gouvernements congolais, je vois même la première ministre ou celle qui a été avant, celui qui a été plutôt avant Madame Souminoa, M. Sama Lukonde, on a toujours eu à dénoncer. Le président Tshisekedi a toujours eu à l'international de dénoncer, mais activer les pressions lorsque Bunaga était pris. Non, M. Tshisekedi l'a toujours fait. Alors, il faut juste comprendre la politique de M. Tshisekedi. La politique de M. Tshisekedi, c'est quoi? Je vous ai dit qu'il travaille sur les deux fronts. Il est sur le front diplomatique. Vous aviez vu diplomatiquement comment est-ce qu'il a été très dynamique et militairement. Militairement, il y a vraiment des mots qui frappent le bon fonctionnement de notre armée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il a fallu, j'ai mis au passé, il a fallu d'abord commencer à restructurer la ressource humaine de notre armée. La ressource humaine polluée. Aujourd'hui, vous avez vu, je l'ai dit tantôt, avec la prise de Bukavu, la prise de Goma, comment plusieurs généraux congolais, traîtres, plusieurs généraux congolais portant la tenue, œuvrant pour l'armée congolaise, mais n'étant pas dans l'armée congolaise. On peut œuvrer dans l'armée congolaise, mais n'étant pas. Mais tu sais que lorsqu'il avait compris, en regardant les retombées, en regardant l'erreur historique qu'avait fait Joseph Kabila en signant l'accord du 23 mars 2009 avec le CNDP, Tshisekedi arrive au pouvoir, il commence à restructurer. Il commence à inclure la nouvelle dose. Ça signifie quoi? Il faut former de nouvelles unités. Il faut former des militaires 100% congolais, des militaires qui seraient endoctrinés. Dans cet endoctrinement-là, on va les inclure la dose de combattre pour la mère patrie qui est la République démocratique du Congo. Nous avions vu le président de la République s'est rangé à Kitona pour aller voir comment est-ce que s'est formé ces recrues. Nous avons vu le président de la République circuler dans les différents coins pour voir comment est-ce que étaient les conditions de vie des militaires. Mais madame, un élément très capital, une maladie qui a été profonde depuis la nuit des temps. Brassage, mixage, insertion du CNDP au sein de l'armée, insertion du M23 au sein de l'armée. Vous allez comprendre que cette maladie-là, il a fallu un temps pour commencer à les déraciner, à les déceler. C'est pourquoi, lorsque on a commencé à se battre, certains généraux ont fui, certains généraux ont trahi la République au nom de quoi? Au nom de leurs intérêts. Donc, je pense que, madame, dire que le gouvernement congolais s'est activé seulement par la prise de Goma et de Bukavu, non. Le gouvernement congolais a toujours travaillé. Mais il a toujours, oui, on ne refuse pas toujours travailler, mais c'était pas aussi plus efficace que comme on est. Si, c'était, madame, au fait, vous savez aussi, le domaine sécuritaire, c'est un domaine aussi très sensible. Ça ne veut pas dire que tout ce que le gouvernement doit faire concernant la question sécuritaire doit être étalé au public. Il y a certaines résolutions et certaines démarches qui ont été entreprises et faites. Parfois, ça a été gardé d'une manière discrète pour éviter tout ce que nous sommes en train de voir ici, la traîtrise, tout ce que nous sommes en train de voir. Mais, madame, il revient maintenant à la conscience des citoyens congolais et puis il revient à la conscience de l'opposition. Moi, la question que je vais poser, quelle a été la posture de l'opposition durant tous ces temps? L'opposition congolaise, c'est que le pays est agressé par le Rwanda. Quelle a été sa position? La position de l'opposition congolaise, c'était Tshisekedi doit partir. Tshisekedi était un incompétent. Tshisekedi, chaque jour on chantait Tshisekedi. Mais là aussi, ils disent qu'à l'époque de Joseph Kabila, l'UDPS n'avait jamais fait une déclaration officielle dénonçant l'agression qui s'est passée à l'Est. À son tour aussi, l'UDPS aussi, réclamant aussi le départ de Joseph Kabila. Moi, je me pose la question.
la nation appartient à des partis politiques ou la nation appartient à des Congolais? Si je me pose la question. Préfère marcher sur le trace. Non, madame. Non, madame. Adopté l'IDPS. Vous saviez, aujourd'hui, l'IDPS est un très grand parti politique. L'IDPS est un très grand parti politique. Congo Mon Héritage aussi, un très grand parti politique. Mais dans la vie, madame, on ne copie que des bonnes choses. L'IDPS a fait plus de 30 ans, je dis plus de 30 ans, dans l'opposition. L'IDPS a commis des bonnes actions comme des mauvaises actions. Les politiques que nous sommes, nous ne devrions pas copier les mauvaises actions mises en place ou les mauvaises politiques mises en place par l'IDPS. Les politiques que nous sommes, au contraire, on doit se rabattre à des bonnes actions faites par l'IDPS. Lorsque on aime sa nation, il y a certaines choses qu'on exclut au profit de la nation. Lorsque on se sent citoyen, vous savez, la citoyenneté, il faudrait que les partis politiques enseignent cela à leurs militants. Un cadre de la citoyenneté est un devoir et un droit. Un citoyen congolais qui est dévoué pour sa nation, qui a plusieurs doses du civisme, doit participer à la vie quotidienne de sa nation. Comment on participe à la vie quotidienne de sa nation? C'est ça la grande question qu'il faut poser. Est-ce aujourd'hui, parce que l'IDPS n'avait pas dénoncé l'agression, n'avait jamais même un conditionnel, n'aurait pas dénoncé l'agression rwandaise, ça donne le droit aux opposants d'aujourd'hui de ne pas dénoncer? Non. Si l'IDPS avait commis des mauvaises actions dans le passé, ça donne le droit à l'opposition d'aujourd'hui de se référer à ces actions-là. Pour vous, c'est un discours qui ne tient pas debout? Ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne militent pas pour les intérêts de la République, madame. Ils ne militent pas pour les intérêts de la République. Si vous regardez l'opposition de l'IDPS et l'opposition aujourd'hui, la plupart des marches, la plupart des actions entreprises par l'IDPS ont été des actions salvatrices. Mais au regard de l'opposition d'aujourd'hui, ce sont des actions qui sont appropriées, qui sont restreintes au regard des autorités morales, au regard des personnalités du parti, mais à la fin, on exclut l'intérêt de la nation. On exclut l'intérêt de la nation. Donc, moi, je pense que l'opposition actuellement n'a pas quelque chose à présenter. Nous voulons aujourd'hui que, au regard de ce que nous avions comme situation, de mettre un peu nos couleurs. Parce que si nous sommes en train de dire que Tshisekedi de gauche, Tshisekedi de droite, mais le Congo appartient à Tshisekedi ou le Congo appartient au Congolais? C'est ça la grande question que je vais poser. Si on se sent congolais, est-ce qu'on doit militer pour que la paix revienne pour Tshisekedi ou pour que la paix revienne pour le Congo? C'est ça la grande question, madame. Donc, la paix n'est pas la paix de la famille Tshisekedi. La paix n'est pas la paix du parti IDPS ou Congo Mon Héritage. La paix, c'est la paix du Grand Kivu, c'est la paix des Lituri, c'est la paix de la République démocratique du Congo. D'où vous soutenez aussi, vous appelez à... Vous encouragez l'opposition à rejoindre cette proposition du chef de l'État de venir pour une formation du gouvernement de cohésion nationale. Vous pensez que lorsqu'il y aura cette formation du gouvernement, ça va apporter quelque chose par rapport à la situation dans l'Est? Je pense que c'est la formation du gouvernement de l'Union nationale, c'est une portion des réponses pour l'assainissement de l'insécurité à l'Est du pays. Si on, j'ai bien dit, si on se sent congolais, lorsque sa nation l'appelle pour la servir, on va servir sa nation sans poser aucune condition, lorsqu'on se sent congolais. Aujourd'hui, la nation congolaise nous appelle chaque fois à venir à la télévision, nous sommes là. Vous nous appelez, vous professionnels des médias, pour parler des questions politiques, des questions économiques et des questions sociales. Nous ne posons pas de conditions, parce que nous les faisons pour notre nation, nous les faisons pour notre pays. Nous ne posons aucune condition. Donc tout Congolais qui est conscient que la nation passe au-delà de toute chose, le président Tshisekedi appelle ces personnes-là pour qu'ils contribuent par leur savoir à l'avancement de la nation, par leur connaissance à l'avancement de la nation. Moi je pense qu'il n'y a aucune condition à poser, il n'y a pas de conditions. Il faut servir la nation. Lorsque la nation vous appelle, moi je pense qu'il faut servir la nation. Vous ne voyez pas, c'est pas, certains opposants disent que c'est une manière pour
le président Tshisekedi de continuer son mandat, de vouloir glisser parce que bon, ça, c'est pour... je pense que l'opposition a toujours eu une interprétation péjorative des actes plutôt et des actions du président de la République. Parce que si c'était autre chose, ils allaient aussi interpréter ça autrement. Donc, rien de prolongement des mandats dans Madame, cette formation du gouvernement de cohésion nationale. Vous avez entendu parler le président du prolongement du mandat? Non. Le président, même lorsqu'il parlait de la révision constitutionnelle, vous l'aviez entendu parler lui-même dans sa bouche d'une prolongation au sein de la magistrature suprême. Non. C'est juste que les communs des mortels, certains opposants ayant une conception perverse du pouvoir, pensent que lorsqu'une personne adopte cette posture, ce sont des prétentions. Bah pour eux, cette formation du gouvernement ne va pas résoudre, notamment il faudrait juste mettre assez de moyens au FRDC. Non, parce que seul le FRDC peut mettre fin à cette crise dans l'Est. Ce n'est pas un gouvernement de cohésion nationale. La question aussi à poser, c'est que nous sommes face à un problème. Tshisekedi est au pouvoir depuis 2018. 2019, il prête serment pour son premier mandat. Posez-vous la question, quelle est cette solution spécifique? Je parle d'une solution spécifique venue de l'opposition pour taire les armes à l'est du pays. Toutes les solutions, ou soit toutes les choses, ou les propositions qu'ils chantent, ce sont des propositions connues de tous. Qu'il faut injecter l'argent au sein de l'armée, qu'il faut parfois rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, qu'il faut parfois construire un grand mur entre la RDC et le Rwanda. Spécifiquement, que propose l'opposition intra comme l'opposition extra-parlementaire? Zéro. Rien. Rien du tout. Ils proposent rien. Mais lorsque le pouvoir en place essaye d'élargir le cadre pour travailler avec l'opposition, intra comme extra-parlementaire, ils sont là toujours pour parler. Regardez un peu le président Tshisekedi. Il formule le second gouvernement avec beaucoup de surprises. L'inclusion de Moutamba, qui était, j'ai dit, le président Tshisekedi, vraiment c'est un fin politique et puis c'est un fédérateur. Un monsieur qui était candidat président de la République, qui a tout dit sur la personne du président Tshisekedi. Je ne vais pas répéter ce que disaient les candidats Moutamba, mais il a tout dit. Mais le président lui inclut dans son gouvernement. Vous voyez qu'il a l'esprit fédérateur. C'est un fin patriote. Mais je pense aujourd'hui, toutes les personnes qui n'adoptent pas la démarche cohérente, la démarche fédératrice du président Tshisekedi, bon, déjà nous sommes dans un pays démocratique, nous admettons leur position, mais parfois, il faut que la racine, j'ai dit toujours, la fibre patriotique, la fibre raciale, étant que Congolais, crie, madame. Mais si ces figures emblématiques de l'opposition ne viennent pas? Bon, s'ils ne viennent pas, nous sommes à 5 millions de Congolais. Nous avons plus de 900 partis politiques. Recenser les partis politiques de l'opposition, s'ils sont nombreux. Mais il y a des figures emblématiques. Comme Martin Fayulu, Denis Sassanga. Madame, je pense que moi j'ai un respect. Déjà le PPRD a déjà fait un communiqué pour dire qu'il n'était pas intéressé. J'ai un respect pour ceux-là qui nous ont précédés dans les champs politiques. Mais il y a certaines personnes, moi je trouve mal que vous collez les vocabulaires emblématiques en l'air. Non. Si vous dites que Martin Fayulu c'est une figure emblématique de l'opposition. De l'opposition, Martin Fayulu. Quelqu'un qu'on a eu à connaître seulement en 2017 par les biais... non, en 2017, on a vu Martin Fayulu. J'ai dit ceci, quelqu'un qui a eu l'aura en 2017, madame, il a eu son aura en 2017. Parce que on s'est réunis, il y a certaines personnes qui étaient invalides, ne pouvaient pas postuler, entre autres Jean-Pierre Bemba, entre autres Moïse Katumbi. On a fait la passe, on l'a porté par Matungulu, Tshisekedi, et les restes, il a eu son aura. Denis Sassanga, c'est une crème intellectuelle, mais ce n'est pas une figure emblématique. Qu'est-ce qu'il a fait au sein de l'opposition? Rien du tout. C'est quelqu'un qui est connu, mais ce n'est pas une figure emblématique. Donc je pense qu'aujourd'hui, un gouvernement sans Fayulu, un gouvernement sans Denis Sassanga ne va pas exclure la dose
de la cohésion nationale. Parce que vous saviez, nous avons 4 zones linguistiques aujourd'hui. Les zones linguistiques doivent être représentées. Et si les 4 zones linguistiques sont représentées, c'est une manière aussi de fédérer, c'est une manière d'asseoir la cohésion. Et puis, madame, vous devriez savoir une chose. La cohésion nationale n'est pas le fruit d'un forum politique. La cohésion nationale, c'est une dynamique qu'on assoit le jour le jour. Donc, le gouvernement, aujourd'hui, lorsqu'il va être mis en place, ça va être un modèle pour asseoir la cohésion nationale. Mais au-delà de la formation d'un gouvernement, il faut aussi asseoir d'autres mécanismes. Je vous donne un exemple pour conclure par là. Il faut par exemple créer une structure mixte. Une structure mixte qui va aussi composer, qui va être composée plutôt majorité, opposition, société civile. Cette structure mixte plutôt va travailler aussi pour offrir certaines réflexions à des institutions. Et, cette structure va mettre en place les opposants, ceux du pouvoir, ceux de la majorité, et ça va aussi permettre à ce qu'il y ait ces mélanges-là. Quand l'opposition, la majorité et la société civile travaillent ensemble, il y a les mélanges, il y a les vivre ensemble, et la cohésion s'assoit. Donc, le gouvernement de l'Union nationale va aussi dans le but de mélanger les caractères, de mélanger les idées, afin qu'il y ait un apaisement au sein de la société. Monsieur Jomaïle, votre mot de la fin, mais ça termine par une question vraiment en 30 secondes. Nous sommes vraiment à la fin. Et si le chef de l'État négocie avec le M23? Bon, le président de la République, c'est quelqu'un qui veut la paix. Le président de la République, c'est quelqu'un qui veut la paix. Mais c'est aussi quelqu'un qui a son oreille tendue vers le peuple. Vous saviez, lorsque on a choisi, ils ont choisi Martin Fayulu en 2017, le président Tshisekedi avait adopté, mais au regard de la clameur populaire, le président avait réadopté la position de la clameur populaire. Donc le président a l'oreille tendue vers le peuple congolais. Il sait que je peux aujourd'hui vouloir négocier avec le M23 pour mettre la paix, pour asseoir la paix, mais il y a aussi la clameur populaire. Et le président sera entre la clameur populaire et peut-être la volonté de l'Angola et de certaines personnes. Mais c'est quelqu'un qui a plus l'oreille à la population. Je pense qu'il va adopter la posture de la population congolaise. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. À l'écoute, je recevais sur ce plateau Monsieur Diomaye, qui est secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. Vous l'avez écouté, il a donné son point de vue sur la situation actuelle du pays. Je vous dis au revoir et je vous retrouve très prochainement. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.